Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de LSA Direct. Aujourd'hui et à quelques jours du baccalauréat, je reçois M. Belkadi Zohri, inspecteur au niveau du ministère de l'Éducation nationale. M. Belkadi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je vous salue. Bonjour à la rédaction du Soir d'Algérie. Merci. Bonjour à vos téléspectateurs. Et un grand bonjour, je profite pour mes collègues qui préparent ces jours-ci le fameux examen crucial, l'examen du bac national. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, M. Belkadi, comme vous le dites, c'est un examen crucial. C'est dans quelques jours à peine. Et beaucoup de moyens, une grosse logistique chaque année est mobilisée pour la réussite de cet examen, de ce rendez-vous. Je suppose que cette année aussi, ça va être le cas. Absolument. Donc, c'est familier, c'est comme à l'accoutumée. Donc, l'État algérien donne une logistique importante et une grande importance à cet événement-là, qui est le bac national. Et donc, des moyens énormes sont déployés afin que l'examen se tienne dans les meilleures des conditions et afin que l'élève algérien soit tranquillisé et qu'il passe son examen, l'examen du bac, dans des conditions propices. Voilà. C'est des moyens humains et matériels très importants, M. Belkadi. Absolument, c'est des moyens de logistique humaine et financière qui sont très importantes, qui sont déployés à cette occasion-là. Donc il faut parler des centres d'examen qui sont éparpillés à l'échelle nationale. Et il faut parler aussi des moyens financiers qui sont déployés à cette occasion-là, puisqu'il s'agit d'un effectif énorme qui est à l'occasion responsabilisé afin d'assurer le bon déroulement de ces examens-là. Et il faut aussi parler des sujets d'examen, il faut parler aussi de leur acheminement, leur sécurisation. Absolument, la sécurisation. Oui. Donc on va dire que c'est une machine qui est énorme, qui fonctionne... mais qui est bien huilée, M. Belkadi. Bien huilée, oui. Qui fonctionne bien comme il se doit. Oui, oui. Voilà. Et donc là-dessus, je suppose qu'à 2 jours du baccalauréat, tout est maintenant prêt. Absolument, à 2 jours du bac, tout est prêt. Il n'y a pas d'espace à l'erreur. Ça veut dire il faut parler aussi des listings des élèves, et il faut parler aussi des salles d'examen qui sont fin prêtes et des effectifs qui sont déjà sur place à assurer la préparation de ce bac-là. Et cette logistique, M. Belkadi, c'est aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude pendant les épreuves. Tout à fait, tout à fait. Vous savez que la fraude est un phénomène qui est vraiment gênant. C'est un phénomène qui porte atteinte à l'examen lui-même. À la crédibilité. À la crédibilité de l'examen, qui est un examen d'ordre national et qui aussi relève de la souveraineté de notre pays. C'est ça. Mais il est clair que les autorités publiques ont pris en considération ce point-là et une batterie de lois, peut-être on en parlera plus tard, une batterie de lois a été, ça veut dire abrogée, afin que ce phénomène-là soit bien puni et éliminé une fois pour toutes. Justement, on a l'impression, ces dernières années, on l'a vu, les épreuves du brevet viennent de se terminer. On va dire que la fraude a été vraiment marginale, les épreuves sont bien passées. Oui. Est-ce que vous pensez, M. Belkadi, que c'est justement ces lois, le durcissement des peines, on parle de peines d'emprisonnement dans certains cas, voilà, ça relève du pénal dans certains cas. Est-ce que c'est ça qui a fait que l'ampleur de la fraude est moindre? Je vais vous dire qu'il s'agit d'une action multiple. Oui. D'accord, à commencer par le phénomène de sensibilisation, parce que les parents maintenant sont plus sensibilisés par rapport à ça. Et la réglementation algérienne n'était pas dans le choix. Elle devait s'adapter, on va dire, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde. La technologie a vraiment influé sur le phénomène de la triche. Et les lois algériennes devaient s'adapter afin de punir sévèrement les fraudeurs et les tricheurs, et afin que le bac algérien et l'éducation en général gardent toujours le cap sur une éducation de qualité. Est-ce qu'on peut rappeler, M. Belkadi, qu'est-ce que la triche dans une épreuve? La triche, c'est toute tentation que le candidat essaye afin d'avoir on va dire des réponses ou bien on va dire des idées par rapport à l'épreuve qu'il est en train de passer. Donc les mouvements on va dire suspects, se retourner à droite, à gauche, et camarade, de la copie, sortir ou bien absolument essayer de sortir quelque chose de sa poche ou quelque chose comme ça, regarder sa main
sur laquelle on a dû écrire des notes ou bien prendre des idées ou des réponses et des choses comme ça. Aider quelqu'un d'autre, ça veut dire la triche. Aider quelqu'un d'autre. Bien sûr, souffler la triche, une réponse. absolument, la triche. Les candidats doivent le savoir, tout voilà, à fait, souffler une réponse. Tout à fait. Oui. Il ne s'agit pas uniquement de chercher une réponse, mais il s'agit aussi de donner une réponse à quelqu'un. Tous ces actes-là sont considérés comme des actes de triche et le candidat sera sévèrement puni s'il est dans cette logique-là. La triche aussi ne touche pas uniquement les élèves, elle risque de toucher aussi les encadreurs du centre d'examen. Oui. Donc si quelqu'un essaye de lui-même donner une réponse à un élève, d'aider un candidat particulier, ça relève aussi de la triche. Faire photocopier ou photographier un sujet d'examen et essayer de le publier par n'importe quel moyen aussi est considéré comme une triche. Et la réglementation algérienne ne punit pas uniquement l'élève, mais elle punit aussi toute personne essayant de tricher ou de contribuer, de participer à une triche ou à un fuite de sujet ou quelque chose comme ça. Donc l'élève peut être sujet à la sanction, mais aussi les encadreurs qui encadrent l'examen peuvent être aussi sujets à la sanction eux-mêmes. Parce que les nouvelles technologies, M. Belkhadi, ont ramené avec elles leur lot de nouvelles stratégies, de nouvelles astuces. Bluetooth, oui. Alors qu'on le sait, on peut le rappeler, M. Belkhadi, qu'est-ce qu'il est interdit d'introduire avec soi le jour de l'examen? Donc, le jour de l'examen, si on veut aller à l'envers par rapport à l'idée que vous avez proposée, l'élève en rentrant, il doit avoir sa carte nationale d'identité, il doit avoir sa convocation, il doit avoir sa trousse dans laquelle il mettra ses stylos et sa calculatrice peut-être, et pas plus que ça. Pas d'écouteurs. Ah oui, pas de téléphone, pas d'écouteurs, pas d'outils, d'autres outils qui risquent technologiques, on va dire. Même une smartwatch, la montre intelligente aussi, elle est interdite. Hormis la calculatrice, je suppose, pour la calculatrice, c'est tout à fait normal parce qu'il devrait calculer parfois sur certaines matières. Donc, il vaut mieux savoir, ne pas introduire. Est-ce que le fait d'essayer déjà d'introduire, ça peut être interprété comme une tentative au moins une volonté de... Ça peut être considéré comme tel, mais il y a une chose qui est importante. Les gens qui gèrent le centre sont instruits qu'à l'entrée de l'établissement, les élèves sont informés. Oui. Les élèves sont, on va dire, sommés de laisser tout ce qui peut être considéré comme outil qui peut contribuer à la triche. Donc, parfois, certains élèves peut-être oublient. Parfois, les parents oublient de dire à leurs enfants de ne pas prendre telle ou telle chose ou tel, on va dire, instrument. Mais à l'entrée, tout le staff est instruit afin de demander aux élèves de laisser tout le matériel qui n'est pas concerné par l'examen à la porte de l'établissement. Comme ça enlève toute... afin que l'élève ne soit pas quand même sanctionné. Donc, c'est un rappel. Oui. Voilà. On rappellera également, M. Belkhadi, qu'il n'est pas permis d'arriver en retard. Ah oui, arriver en retard. À quelle heure un candidat doit se présenter? Logiquement, le candidat doit se présenter 1 heure avant l'examen à l'établissement. 1 heure avant l'examen. 1 heure avant l'examen, il peut rentrer à l'établissement, il va voir les affichages, il va lire surtout le premier jour, surtout le premier jour, afin de connaître sa classe, connaître sa place, connaître ce qu'il doit avoir sur lui, pourquoi pas. Pour dernier rappel si on veut, mais 1 heure avant l'examen paraît sensé. Une demi-heure avant, même 5 minutes avant l'examen, s'il est très en retard ou quelque chose par rapport au transport, par rapport à certains problèmes, on lui permettra, mais au-delà de l'heure de l'examen, aucun élève ne sera autorisé à rentrer. Il y a une tolérance zéro pour les retards. On peut expliquer pourquoi. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques années, certaines voix s'étaient élevées pour dire que sanctionner des élèves qui arrivent avec un peu de retard était, on va dire, un peu sévère. Est-ce qu'on peut dire pourquoi il n'est pas permis d'arriver en retard? Tout simplement parce que quand on arrive en retard, il y a des sujets qui sont remis aux candidats. Quand les sujets sont sur la table, c'est fini, on n'a plus le droit à rentrer en classe. Et je crois que c'est une raison très valable. Et c'est une manière de faire justice. Parce que l'enfant tous les enfants sont égaux devant la loi et la réglementation. Donc, arriver un jour J, une fois dans sa vie, le jour de l'examen du bac, il faut être à l'heure et pas après l'heure. Sans compter, M. Belkhadi, qu'avec les technologies, forcément, on peut facilement prendre en photo un sujet, le transmettre à quelqu'un qui est
en retard, entre guillemets, et qui Oui, serait peut-être à l'extérieur en train d'attendre. oui. Bien que c'est une chose qu'on peut Ah oui, éloigner qu'on peut- maintenant, ah bon, hein? qu'on peut Oui, oui. éloigner Pourquoi? maintenant, Parce que les mesures de sécurité à l'intérieur d'un centre d'examen Ouais. et des mesures on va dire de sécurité sont très sérieuses et il y a aucune personne ne pourra, ça veut dire photographier un sujet ou le transmettre à un candidat quelconque. Oui, oui. Donc, C'est ça. oui. Une fois les candidats installés dans les centres d'examen, dans leur salle, ils vont découvrir les sujets. Oui. On peut rappeler comment les sujets sont élaborés? Les sujets, au fait, sont élaborés au niveau de l'Office national des examens et des concours. C'est un office qui est très strict. Le régime à l'intérieur de cet établissement-là est très serein. Les gens qui établissent les sujets sont des gens très qualifiés. Ils sont invités justement par l'Office des examens et des concours à l'élaboration. Et ils sont regroupés en sessions différentes durant l'année. Et durant ces sessions-là, ils revoient le sujet et des sujets plusieurs fois. Donc, ils élaborent des sujets qui sont au niveau de la banque, qui sont mis au niveau de la banque de l'Office des examens et des concours. Et ces sujets-là, ça veut dire le jour J de l'examen, il y a ce qui est appelé le confinement. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est des personnes qui sont à huis clos. Oui, pendant 40 jours, ça veut dire avant l'examen, Oui. et ils ne sortent qu'après l'examen. Donc, c'est là qu'on choisit des sujets, qu'on élabore et qu'on propose le sujet du bac. Et donc, le ministère de l'Éducation rassure toujours les candidats en leur disant ne vous inquiétez pas, les questions vont tourner autour de tout ce qui a été fait en classe. Il ne peut pas être autrement. Voilà. Donc, il y a deux éléments essentiels qu'il faut prendre en considération et on veut tranquilliser et l'élève algérien, la famille algérienne, que le sujet ne portera pas sur quelque chose qui n'a pas été fait par l'élève. D'ailleurs, pour vous informer, régulièrement, durant l'année, il y a ce qui est appelé, on essaye d'identifier l'état d'avancement des programmes. Et plus l'année prend du chemin, à la fin de l'année, on fixe, ça veut dire un document qui s'appelle donc l'état d'avancement, où tous les établissements à l'échelle nationale sont arrivés. C'est-à-dire c'est un socle commun à tous les Absolument, candidats. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un socle commun. Et aucun élément sur le sujet d'examen ne pourra être en dehors de ce que les élèves ont fait dans la classe. Il y a un autre élément qui est aussi très important à mentionner, et c'est que le sujet, ça veut dire cible l'élève moyen. Ça veut dire que ça peut, à la portée de l'élève moyen. Ça veut dire que, tenant compte de la taxonomie que les enseignants ont l'habitude de travailler avec les élèves, ça veut dire que les sujets ne portent que sur ce qui a été fait et visent essentiellement l'élève moyen. Ça veut dire que tout le monde pourra, on va dire, se retrouver. Pour peu qu'il ait un peu travaillé. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et aussi, si on parle de la taxonomie, il faut toujours rappeler que c'est des sujets variés, où les exercices sont variés. Il y a des exercices sur des activités qui relèvent de l'intelligence, il y a des exercices, des activités qui relèvent de l'application. C'est la taxonomie en elle-même. Voilà. Pour que tout le monde puisse un peu s'y retrouver. Absolument. Et donc avec de la révision, avec du travail continu et régulier, l'élève pourra décrocher son bac. Inch'Allah. Et Monsieur Belkhadi, cette année encore, les enfants, ils auront le choix entre deux sujets? Absolument, absolument. C'est une tradition que le ministère et que l'Office du bac ont toujours pensé à mettre en application. Et puis, c'est une occasion pour les élèves. Parce que je me dis que donner deux sujets sur la table, l'élève pourra choisir le sujet avec qui il se sentira bien. Donc, c'est une opportunité pour les élèves, encore un atout, afin que les élèves puissent bien travailler. Je ne peux pas travailler dans ce sujet, je travaillerai dans l'autre. Et ça, c'est une occasion, c'est une opportunité. Est-ce que le pédagogue que vous êtes peut donner des conseils pratiques? Comment je peux choisir entre deux sujets? J'ai deux sujets. Alors, le premier, j'ai un peu de difficulté, le deuxième aussi. Mais comment je peux choisir écoutez, si je parle de la spécialité, il s'agit, si on parle des langues, à titre d'exemple. Voilà. Les questionnaires, c'est toujours des questionnaires. Ça veut dire c'est le genre d'activité qu'on a l'habitude de travailler dans la classe. Donc, au fait, la véritable source de choix, c'est le texte. Ça veut dire que pour les élèves qui font l'examen, ils passent l'examen d'espagnol, de français, d'anglais, d'arabe, ils doivent se référer au texte. Si le texte il est facile pour l'étudiant, le reste va suivre. Donc, s'il leur paraît accessible. Absolument, c'est la source. Le texte. Par la suite, des exercices, c'est des exercices qu'ils ont l'habitude de faire durant toute l'année.
Ça veut dire répondre aux questions, Oui, oui. ou bien, on va dire, trouver une idée, ou c'est de la grammaire aussi Oui, oui. parfois. Mais essentiellement, le texte joue un rôle primordial dans le bon choix des étudiants. Maintenant, pour les autres matières, qu'ils soient matières techniques ou autres, aussi, il faut voir les activités avec lesquelles l'élève est plus familier. Et je crois que l'élève pourra facilement choisir le bon sujet. Est-ce qu'une fois qu'il a choisi le bon sujet, parce que c'est déjà arrivé, Oui, est-ce qu'on peut choisir un sujet, commencer à répondre, et puis être pris de panique parce qu'on a rencontré une difficulté? Est-ce que c'est une bonne idée d'abandonner et de se rabattre sur l'autre sujet? à condition que l'élève n'ait pas passé beaucoup de temps, Beaucoup de temps. par rapport à Oui. ça. Parce que si on s'engage dans un sujet et on prend 2 heures de temps ou 2 heures et demie de temps sur un examen qui dure 3 Oui, heures oui. ou qui dure 4 heures au maximum. Donc, ça sera problématique. Donc, à mon avis, l'élève doit, dès le début, faire le bon choix et prendre la bonne décision. Dire, quand je le prends, est-ce que vous savez que déjà l'examen est prolongé d'une demi-heure? La demi-heure supplémentaire qui permet un peu de Au se début. poser, de réfléchir. Absolument. Par rapport à la demi-heure Oui, année oui, qu'elle est oui. supposée donner à l'élève la possibilité de décider par rapport au sujet qu'il doit aborder. Et il vaut mieux prendre réellement cette demi-heure à bien réfléchir et à choisir son sujet, plutôt que de s'engager dans un sujet et de changer d'avis à la Vous dernière l'avez minute. très Oui, bien dit, oui, c'est la bonne oui, oui. description. Donc, il faut commencer tout d'abord par prendre la demi-heure, lire les 2 sujets, voir les 2 textes, lire aussi le questionnaire, Oui, oui. s'il faut à 1 ou 2 reprises. Et c'est à partir de là que l'élève pourra prendre la juste et sage décision d'aborder un sujet. À ce moment-là, il ne sera pas obligé, en commençant un sujet, de revenir marche arrière voilà. et Ce de qui est choisir rarement d'autres. une stratégie gagnante. Non, non, Quand elle on n'est pas perd beaucoup gagnante, trop de oui. temps. Oui, 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 c'est rare que ça gagne. oui, oui. Mais je crois que l'élève, quand même, chez nous, il a des atouts. Il a des atouts, et puis, si vous avez remarqué, le ministère, on va dire les autorités publiques en général, mettent tout en œuvre afin que l'élève réussisse. Oui. On veut de la réussite pour nos Oui, élèves. forcément. Voilà. Et M. Belkhadi, à l'issue des épreuves, va commencer une autre étape Ouais. importante, celle des corrections. Absolument. Là aussi, c'est une logistique très importante. Énorme. Oui, Énorme. Énorme, et dans laquelle il n'y a pas aussi lieu à la faille ou à la faute. Donc, si vous voyez, quand on finit les examens, les copies qui sont regroupées, elles sont transmises à un centre de regroupement, toujours sous l'œil attentif des services de sécurité, qu'on remercie à l'occasion. oui, Alors, une fois les copies regroupées, elles sont acheminées par la suite vers le centre de compostage, oui, en arabe l'irfal. oui. Alors, dans le centre de compostage, les copies deviennent anonymes. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qu'une copie anonyme? Voilà, donc vous savez que dans la classe, le jour de l'examen, l'élève met les coordonnées, Oui. ses coordonnées, c'est-à-dire il met le nom, le prénom, le matricule, Oui. attentivement et sereinement. Et ces copies-là, quand elles sont acheminées vers le centre de compostage, c'est là qu'on enlève les coupons où le nom de l'élève est porté. Et on change le nom et toutes ces informations qu'il y a par un code. Et c'est ça l'anonymat. Oui, oui. Ça veut dire l'élève, il devient par la suite un code ou un C'est numéro. pour éviter que le correcteur sache Absolument. à qui appartient la copie. Absolument. Et puis, il faut que vous sachiez que ça veut dire que les centres de compostage, parfois, les copies des élèves ne sont pas compostées dans la wilaya où les élèves ont passé Ah, l'examen. donc un candidat à Alger, il se peut oui. que sa copie soit corrigée à Bauchbarguet. Soit compostée, tout carrément, d'abord, oui. compostée dans une autre wilaya. Et corrigée Et dans une autre dans wilaya. une toute autre wilaya. Il peut arriver que les copies d'un élève qui sont de l'ordre de 9 copies ou 10 copies ne sont pas toutes corrigées dans la même wilaya. Ah, donc Pour que vous le sachiez. pour chaque épreuve sera corrigée dans une wilaya. Dans une wilaya. Donc, vous savez, une banque où il y a un coffre comme ça, Oui, qu'on ne oui. peut pas pénétrer, c'est pareil. On pourra comparer la chose à un coffre-fort. Donc, la sécurité est totale et on va dire la transparence de l'examen Oui. est totale. C'est Et pour c'est pour ça que garantir, oui. je retiens cet adjectif qui est très important, que le bac algérien est un bac qui est très solide. Oui. Ça veut dire on dépense beaucoup, on met à l'épreuve beaucoup de personnel, beaucoup de gens, mais il faut Beaucoup de moyens beaucoup humains de moyens et matériels humains aussi, et oui. matériels, une logistique qui est Oui, énorme. oui. Mais ceci, ça veut dire fait que le bac algérien
est très, très, très crédible. Une fois que les copies sont dans les centres, combien de temps durent les corrections? Voilà, alors si vous voulez qu'on Oui. continue, donc une fois le centre de compostage, par la suite, les copies sont acheminées vers les centres de correction. Et au niveau des centres de correction, c'est le processus de la correction. Il faut que les élèves sachent aussi que leurs copies sont entre de bonnes mains. Les correcteurs, ce n'est pas n'importe quel correcteur, c'est des gens d'expérience qui sont choisis aussi au niveau des établissements. Et par l'Office des examens et des concours, ils sont convoqués. Les copies sont entre les mains du correcteur qui procède à la première correction. Suivant un barème qui est déjà Suivant préétabli. un barème et un corrigé type Oui. qui vient de l'Office des examens et des concours. Ça veut dire que quand on reçoit le sujet, on le reçoit avec son corrigé type, avec le barème dessus, toutes les réponses dessus. Et puis on informe aussi de nos familles et nos élèves que parfois les professeurs à l'intérieur du centre de correction procèdent eux-mêmes à une correction du sujet. Ça veut dire que quand le barème officiel arrive, il y a ce qui est appelé une comparaison. Oui. Et quand il y a des réponses qui ne sont pas mentionnées sur le corrigé type et que les professeurs, avec leur chef de jury, l'inspecteur de la matière, trouvent juste, les réponses sont rajoutées au corrigé type. Donc, on va dire que les correcteurs font tout pour être le plus juste possible et donner le plus de chance Absolument, absolument. Et on parle de deux corrections au début. On parle de la première correction et de la deuxième correction. C'est systématique. C'est systématique. Sa première et deuxième, d'une seule copie. Ça veut dire une copie est corrigée par deux professeurs différents. Afin de voir si l'écart s'avère un écart qui n'est pas logique, entre la première et la deuxième correction. Qu'est-ce qu'on appelle un écart qui n'est pas logique? Ça veut dire un écart qui dépasse les 5 points, par exemple. Oui. Sur c'est arrivé 4 points même, 4 ça peut points. arriver, M. Mouradi? Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver dans nos centres d'examen quand les conditions d'un correcteur ne sont pas bien, quand il est malade, quand il y a des problèmes qui risquent de surgir. Donc la copie, elle est corrigée, une première correction, une deuxième correction. C'est d'écart et au-delà de 4 points en général, la copie passe automatiquement, systématiquement à la troisième correction. Et maintenant, il y a un nouveau système qui a été inclus dans la correction, pour que vous le sachiez. Quand on trouve que la note de l'élève est vraiment en dessous de ce que l'élève a l'habitude d'avoir durant l'année scolaire, on procède à la 4e et même à la 5e correction. Donc, pour la précision, donc vous nous dites que le travail annuel des élèves est important et que les correcteurs y ont accès. Absolument. C'est important de savoir quand on sait que les élèves de 3e année secondaire, juste après les examens du 2e trimestre, désertent les établissements. Alors qu'ils ont tout intérêt à ce que... Ils sont dans à travailler et à bien travailler. Exactement, ils sont dans l'incorrection. Et on invite les parents à cette occasion, afin qu'ils soient sensés et qu'ils demandent à leurs enfants de continuer le travail jusqu'à la fin de l'année. Une chose qui était pendant nos études bien sûr, forcément, donc on continuait d'étudier et de travailler jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année. On fait nos examens et ensuite, chacun prépare son examen, son bac comme il se doit. Mais je rassure encore une fois que la base de données dans laquelle les résultats annuels des élèves, elle est à la disposition du centre de correction. Et elle ne peut être qu'en faveur du candidat. Absolument. Si on voit que les écarts parfois entre l'année et, on va dire, l'examen du bac est énorme, qu'est-ce qui est fait dans ce cas? On pense que l'élève risque d'être on va être injuste avec un élève. Donc, on revoit la copie, je vous ai dit. Ce qu'il y a à faire, c'est que la copie passe d'une 3e correction à une 4e et même à une 5e correction parfois. Et quand on fait 1 et 2 et 3 et 4 corrections, au final, c'est quelle note qui est prise en compte? C'est la note qui est en faveur de l'élève. Ah, toujours. Voilà, si vous voulez. Oui. Mais ça va, on va dire, diminuer la marge d'erreur. Et bien évidemment, comme on l'a dit, l'examen lui-même préserve et conserve sa crédibilité. Monsieur Mouradi, on a déjà vu des enseignants se plaindre de la charge au moment des corrections. Est-ce que c'est des quotas qui sont donnés à chaque enseignant ou chaque enseignant fait les corrections à son rythme? Non, moi je me dis que l'idée de la charge, elle n'est pas vraiment dans la correction, parce qu'il y a des paquets, c'est des jurys. D'accord. C'est des jurys, et dans chaque jury, il y a un nombre de copies. On va se dire, si on peut dire, on va se poser 150 copies, vous trouverez que chacun
chaque jury, chaque professeur, il a ses 150 copies. Il n'y a pas Une d'obligation de différence- résultat, Monsieur Belkadi. Non. Par exemple, je suis enseignant, Ouais. je corrige. Est-ce que je dois faire un certain nombre de copies par jour ou je fais à mon rythme? Non, non, mais attention, il y a aussi les dates limites. Oui. On est limité par le temps. Limité par le temps, mais d'un point de vue un petit peu logique. Oui, oui. Parce que, écoutez, généralement, la première correction, on lui consacre 2 jours. Oui. Voilà. La deuxième correction, on lui consacre 2 jours. Oui. C'est les corrections de base. Au-delà, on passe aux troisième corrections. Et souvent, ce n'est pas toutes les copies qui passent en J'imagine troisième que ce n'est correction. pas toutes les corrections. C'est Oui, les quelques copies oui. dans chaque paquet. Et à ce moment-là, il y a une journée qui est dévouée à la troisième correction. Donc, généralement, 2 journées pour corriger, on va dire 150 copies à 160 copies. Ça reste une chose qui est très faisable. Et on ne met jamais de la pression sur le correcteur. Le correcteur, il est laissé à son aise. L'essentiel, s'il finit avant, tant mieux. S'il ne finit pas, il aura ces 2 jours pour finir sa correction. Oui. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui. Monsieur Belkadi, nous sommes, c'est le dernier week-end avant les examens. Ouais. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux candidats et à leurs parents aussi, parce que souvent, voilà, ce sont les parents qui stressent plus que leurs enfants. Absolument. Oui. Donc, comme on l'a dit, l'examen génère un stress qui est connu. Là, le premier conseil qui est donné, moi personnellement, je le donnerai aux parents. Je dirais, pour être un petit peu, comme on le dit, direct, oui, laissez vos enfants tranquilles. Laissez-les tranquilles. Voilà, oui, je suis oui, désolé de le dire comme ça, oui. Mais laissez les enfants tranquilles, laissez-les, on va dire, se reposer. Se reposer. Ah oui, et limiter de parler de l'examen des 2 derniers jours, le dernier week-end de l'examen, avant l'examen. Parce que si on continue de parler de l'examen, on va continuer à créer ce stress-là chez l'élève. Et l'élève a besoin ces 2 jours de se reposer. Donc, si le conseil maintenant passe des parents aux enfants, je dirais aux enfants de bien dormir les 2 derniers jours. Bien dormir, c'est important. Ah oui, ils doivent dormir très, très bien. Ils doivent aussi manger, on va dire, correctement. Oui. Dire une bonne nutrition contribue aussi à ce que le cerveau de l'élève puisse bien réfléchir et bien travailler. Il faut aussi éviter de prendre ses cahiers et faire des révisions. Ça ne sert à rien, M. Belkadi. Généralement, ça sert à rien. Les révisions de dernière minute. Non, de dernière minute. On voit bien des candidats arriver devant le centre avec des cahiers et des fiches. Non, c'est un petit peu... Oui. Ça risque de créer de la panique. Donc, moi, je préfère 1000 fois que l'élève, quand il est chez lui, généralement, on a parfois, si vous vous rappelez, il y avait des fiches. Oui, oui. Des fiches qu'on faisait dans lesquelles il y avait des résumés, des petits résumés. Oui. Là. Donc, il s'agit des détails de dernière minute, oui, mais commencer à relire ou bien à voir toute une leçon, là, ça peut être néfaste pour l'examiner. Je reviendrai aussi par rapport aux cours particuliers ou bien aux sessions de révision qui se passent ou qui se tiennent le dernier jour ou 2 jours avant. Qui se tiennent de nuit, M. Belkadi, tenez-vous bien, parfois, en plein examen du baccalauréat. Les enfants font des kilomètres pour aller assister à minuit à des sessions censées leur faire apprendre l'histoire-géographie en quelques heures. C'est vraiment... c'est incroyable ce qui se fait. Donc là, il faut rappeler aux parents aussi qu'ils ne doivent pas rentrer dans cette logique-là. Espérons qu'aussi au futur, nos autorités prennent aussi quelques mesures par rapport à ça, afin de réglementer et afin que le droit de l'élève soit conservé. Oui, parce qu'on ne peut quand même pas imposer à un candidat. Absolument. On peut comprendre les candidats, ils ont envie de tout faire, et leurs parents, de tout faire pour que leurs enfants réussissent, mais assister à une session en pleine nuit, je ne pense pas que ce soit la bonne... Voilà, en plein examen. Et c'est un abus. Ça reste un abus qui doit être, on va dire, éliminé, ou bien ne serait-ce qu'il soit réglementé. Oui, réglementé pour que ça se passe dans des conditions dans les meilleures conditions. Voilà. Et ne pas oublier, M. Belkadi, peut-être de repérer le lycée à l'avance. Ah non, ça c'est... Ne pas y aller comme ça à la dernière minute. C'est juste, ce que vous dites est juste. Oui. Nous, lorsqu'on remet les convocations aux élèves, on leur dit que allez, on va dire, pour trouver l'établissement, allez le localiser. Et ça, c'est important. Ils doivent aller 1 semaine et 5 jours avant.
c'est pas le dernier jour. Oui, pour savoir... Pour connaître l'établissement, pour ne pas se perdre le jour J. Savoir combien de temps ça nous prend pour y arriver. Absolument, aussi par rapport aux moyens de transport qu'on doit prendre et tout ce qui suit. Donc ça, c'est essentiel aussi. Éviter, comme on disait tout à l'heure, justement, d'arriver en retard et de compromettre et d'être sujet à de l'observation, être sujet à une remarque qui risque d'être mauvaise pour l'élève. Donc ça, c'est très important aussi. Il s'agit donc de bien se reposer, d'éviter le stress. Voilà. Donc, ce sont des conseils autant pour les parents que pour les enfants. Que pour les enfants aussi. Hein. Et puis, on demandera aux élèves aussi le jour de l'examen, parce qu'il y a des consignes aussi à prendre en considération, c'est de bien lire ces sujets, de lire 2 ou 3 fois s'il faut le document, afin de pouvoir choisir, et d'utiliser le brouillon. Et de ne pas écrire directement sur la feuille d'examen. Le brouillon a été fait afin que l'élève évite les erreurs, qu'il évite les... Il y a des élèves qui ont peur d'utiliser le brouillon, ils ont l'impression qu'ils vont perdre du temps. Non, c'est tout à fait le contraire. Au contraire, quand on sait ce qu'on fait, le brouillon est essentiel. On doit éviter les ratures, on doit éviter l'utilisation de l'effaceur à chaque fois. C'est une chose aussi ne pas hésiter à demander des intercalaires quand il le faut. Ils sont à leur disposition. Le staff du centre de correction de la porte, aux surveillants à l'intérieur de la classe, aux chefs de centre bien sûr, et aux autres membres qui participent à la réussite de cet événement majeur, ils sont tous au service de l'élève. Donc on doit leur demander si on est dans une perte d'une de ses facultés, ou qu'on soit fatigué, ou qu'on soit dans une situation de trop... où on est trop stressé. Parce qu'il y a même des psychologues, M. Belkhadi, au niveau des centres d'examen. Vous savez, moi je me dis que c'est 3 ou 4 portefeuilles ministériels qui sont impliqués et mobilisés dans la réussite de cette opération. Donc en plus de l'intérieur, il y a la santé qui est déployée, la solidarité. Parce qu'on voit bien, on assiste aussi à des enfants qui perdent leurs moyens, qui sont... Exactement, qui sont le jour J dans une situation trop stressée. Il y a aussi des élèves à besoins spécifiques aussi qu'il faut prendre en considération. Et ceux-là sont très bien pris en charge aussi. Il y a tout un dispositif qui est mis en place. Afin que les élèves puissent travailler convenablement. Comme les autres. Voilà, c'est aussi ça, l'égalité des chances pour tout le monde. Une chose que j'assure les parents est vraiment mise en application chez nous, surtout lors d'examens cruciaux comme le bac, comme le BEM. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à ça. On peut espérer un bon taux de réussite pour cette session, M. Belkhadi? Écoutez, espérer. C'est l'espoir, c'est notre espoir. Il faut compter que ce qui était important cette année, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de grève. Oui, ça a été une année stable, pratiquement en général très stable. Avec l'arrivée de notre ministre de l'Éducation. Les autorités publiques ont répondu à beaucoup de doléances et aux demandes des enseignants et du staff éducatif en général. Donc, il y a eu une stabilité et je crois que cette stabilité qui a permis d'achever les programmes et d'être à jour, je crois qu'elle va générer un excellent taux de réussite cette année. C'est tout ce qu'on espère, M. Belkhadi. En vous remerciant d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous me permettez, bien sûr, je voudrais rajouter un mot. Donc, une fois de plus, je remercie le Soir d'Algérie pour cette aimable invitation. Merci, M. Je vous remercie pour cette importance que vous accordez à l'éducation nationale. Merci à vous. C'est très important. Et en souhaitant un très bon courage et beaucoup de réussite à tous les élèves bacheliers algériens, et notamment ceux qui ont passé le brevet par la même occasion. Effectivement, bon courage à tous les candidats. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro, une autre thématique. Merci de nous avoir suivis.